Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Tienchi de Noël, l'épisode 49. Bonjour Sébastien. Bonjour Brice, bonjour à tous. Bon Noël. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, joyeux Noël à vous tous. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille. Nous sommes le 26 décembre. On s'est dit qu'on allait publier cet épisode ce jour-là. On est bien, vous êtes dans votre canapé, vous êtes en famille, vous avez le foie gras, les toasts qui sont encore tapissés au fond du ventre. Et on s'est dit que finalement, c'était une très bonne occasion de faire l'épisode du best-of de l'année. Sébastien, je vais te donner le clap. L'épisode précédent, j'ai attendu 16 minutes pour le donner à Gaëtan. Hop, on y va. Voilà. C'est le moment. Épisode 49. Merci à toi cette fois. l'année. On l'aura fait dès le début. Alors, le but, effectivement, de cet épisode, c'est pas vraiment, en fait, de se dire, alors voilà ce qui s'est passé cette année. On va énumérer un petit peu les sorties une par une. Mais c'est important de faire un petit bilan, surtout dans les utilisations qu'on a pu avoir, toi et moi, pour donner des outils aux gens pour leur travail. On va commencer par les produits Apple physiques, le hardware comme on dit. On va parler aussi du software, surtout d'Apple Intelligence et d'iOS 26, le numéro 26 qui a été déployé à tous les appareils Apple. Et ensuite, on parlera d'IA de façon un petit peu plus générale parce qu'on sait que c'est un domaine qui va extrêmement vite. Et puis notre but, notre objectif, c'est aussi de vous informer un petit peu et de vous donner des clés pour gagner un petit peu du temps dans nos métiers, dans vos métiers, ce qui est un petit peu le principe de ce podcast également. Avant de commencer, est-ce que tu as un petit appareil coup de cœur de cette année 2025 ? Un petit appareil coup de cœur de cette année 2025 chez Apple ou globalement dans la tech? Oh, j'ai envie de te dire globalement, ou chez Apple quand même, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Moi, je reste toujours aussi fan de mes AirPods 4. Voilà, qui étaient en promotion. Avec ANC, qui était en promo sur le site Tienchi. On les a eu en promotion pour les Black Week et pour Noël. Un super appareil. Comme moi, je ne me suis pas fait au pro pour des questions d'ordre ergonomique, je trouve qu'avoir de l'ANC sur des AirPods classiques, c'est plutôt une très bonne chose. Et donc, j'en suis super content. Il y a toujours deux écoles, je trouve, pour les AirPods. C'est vraiment, on l'a dit dans le podcast précédent avec Gaëtan sur les idées cadeaux de Noël. On le remercie d'ailleurs sur le podcast précédent. Tu nous as manqué, tu n'avais pas pu venir. Et puis Gaëtan t'a remplacé au pied levé. Il a été très très bon. Mais c'est vrai qu'il y a les gens qui disent, moi je préfère. Moi par exemple, tu vois, mes préférés, ça reste les AirPods 2. Parce que les longues tiges, parce qu'on peut faire tac-tac pour changer de musique, alors que les autres, il faut faire pincement. C'est des petites préférences qu'on peut avoir chacun. Moi, puisque tu me poses si allègrement la question, l'iPhone 17 Pro a été quand même une excellente surprise. Je n'avais pas changé pour l'iPhone 16 Pro. Et là, le redesign, franchement, tous les jours, là, tu vois, c'est celui qui est en train de nous filmer. Même si vous ne le voyez pas, c'est l'iPhone 17 Pro orange cosmique. C'est un très, très bel appareil, ergonomique dans sa conception, dans sa forme. Et je me régale toujours autant. Tu vois, j'ai un client qui m'a dit vous pouvez prendre une photo d'une décoration qu'on a faite à 4-5 mètres du sol, et le zoom, je lui ai montré les photos, il m'a dit c'est génial, ça zoome vraiment bien. Donc vraiment le coup de cœur là-dessus. On a eu je rebondirai sur ta remarque. J'aime quand tu rebondis. Quand tu rebondis, en disant que l'appareil qui m'a agréablement emballé cette année, c'est l'iPhone 17 tout court. Parce que je suis évidemment plutôt client des Pro et Pro Max. Et souvent, je trouve que la gamme en dessous là, est toujours un peu un sous-produit où il n'y a pas la bonne puce, où il y a des éléments qui sont un peu restrictifs sur l'écran. Là, l'iPhone 17 cette année, c'est vraiment un super iPhone, à ceci près qu'il va avoir un appareil photo de moins, ce qui n'est pas dramatique pour plein de gens. Et pour autant, à côté, c'est la même puce, il y a la même IA, il y a la même puissance. Donc franchement, c'est un super investissement. Pour ceux qui se disent « ouais, mais je n'ai pas la possibilité d'investir dans un Pro ou Pro Max », honnêtement, vous n'aurez rien à regretter à prendre un iPhone 17 tout court, alors que je n'aurais pas dit la même chose d'un iPhone 15 qui, lui, ne pouvait même pas bénéficier d'Apple IA à l'époque, ou même d'un 16 qui reste un très bon appareil. Mais là, il n'y a pas de sous-gamme, il y a une entrée de gamme. Il n'y a pas de bas de gamme, il n'y a que de l'entrée de gamme. Et c'est une super entrée de gamme. Ouais, c'est vrai que le ProMotion qui est sur l'écran également, quand il a été présenté au keynote en septembre, on s'est dit c'est un iPhone 17 semi-pro. Je crois qu'on l'avait appelé même comme ça dans ce podcast. Et non mais tu as raison, c'est un très bon... produit qui en plus gardera une bonne cote. Donc pour ceux qui investissent dedans, c'est l'assurance de se dire que si dans 2, 3, 4 ans, ils ont envie de changer, ils auront un appareil qui sera toujours un appareil de bonne qualité. L'année avait commencé avec l'iPhone 16e
qui est sorti et c'est drôle parce que j'ai un très bon ami que je cite des fois dans ce podcast, que je lui passe le bonjour, qui s'appelle Nicolas. Il a changé d'iPhone, il n'avait pas fait depuis 6 ans, il avait l'iPhone X et il a changé pour un iPhone 16e. Il est venu à la maison cette semaine, j'ai dit ah t'as l'iPhone 16e, et donc voilà, donc toujours un téléphone excellent rapport qualité-prix qui fait de très belles choses, et on avait commencé l'année avec lui. L'iPhone dont j'aimerais parler aussi, mais tu n'en as pas donc on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est l'iPhone R. Et ouais. Parce qu'on en a parlé avec Gaëtan justement, il m'a dit que les ventes avaient été plutôt finalement assez revues à la hausse par rapport aux attentes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un dans cet épisode qui l'utilise au quotidien pour nous faire un vrai retour. De ce que j'ai pu en lire, c'est pas une cata, loin de là. C'est-à-dire que c'est un appareil qui marche bien dans certains pays. En Asie, par exemple, il a l'air d'être assez plébiscité. Après, on sait très bien que Apple ne le prévoyait pas comme un produit de masse. La production qui avait été initialement lancée était déjà fort basse. Ils ne l'ont pas pris pour gagner de l'argent en masse. Exactement. Mais l'autre point intéressant, c'est que ceux qui ont franchi le pas en sont apparemment tous très contents. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre sur soi et savoir pourquoi on choisit ce modèle-là. Mais ceux qui ont fait ce choix-là se retrouvent apparemment avec un appareil qui leur donne pleine satisfaction. Ok, il n'a qu'un appareil photo, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas la priorité. Et en plus, il vaut mieux avoir un très bon appareil photo que 3 très mauvais appareils photo. Donc là, pour le coup, on a un capteur qui est de qualité. On a un appareil qui offre un grand écran, mais un faible encombrement et un faible poids. Donc ça, c'est pas mal. Même s'il n'est pas ultra light, il est quand même très fin en main. On a vraiment l'impression d'avoir un objet très luxueux dans les mains. Quant à la batterie, honnêtement, aujourd'hui, on recharge, je dirais même on biberonne, c'est-à-dire qu'on passe son temps un coup dans la voiture à poser le téléphone sur le chargeur sans fil, au bureau, dans sa chambre, là où on passe, on peut recharger un peu partout. Donc le côté recharge, comme on faisait autrefois, c'est-à-dire tu n'aurais pas un câble et tu n'aurais pas un chargeur. À l'époque, tu n'as pas un câble d'iPhone, tu n'as pas un chargeur. Aujourd'hui, ça disparaît un peu de l'USB-C. Il y en a partout, il y en a dans les voitures, il y en a dans les trains, il y a de l'USB-C. Partout, le câble, on peut le taper à son copain qui a un Redmi, un Samsung, un machin. C'est là aussi plus vraiment un problème. Des câbles d'iPhone ou des câbles USB-C, tout le monde en a. Donc, le fait de devoir éventuellement remettre un petit coup de charge est amoindri. Et n'oublions pas qu'Apple a proposé en exclusivité pour ce modèle une batterie MagSafe spécifique à l'iPhone Air. Donc, pour ceux qui voudraient un iPhone Air avec la capacité, le soir venu, pourquoi pas de sortir avec une petite batterie externe discrète et qui s'intègre parfaitement au design du téléphone. Ça existe. En plus, soulignons qu'elle n'est pas très très chère. Enfin, en tout cas, elle est moins chère que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc, au final, je pense que ceux qui ont fait ce choix de l'iPhone Air ne le regrettent pas. On ne va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est pas, on a beaucoup de choses à couvrir. Mais je pense que c'est un bon produit. Voilà. C'est pourquoi j'ai rigolé, parce qu'avant cet épisode, hors antenne, je t'ai demandé si tu avais déjà fonctionné avec 2 téléphones et tu m'as dit faut les charger, c'est un peu chiant et tout. Et puis là, tu me dis le chargement, c'est pas... Mais bon, ce sont 2 choses distinctes. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on va pas faire l'épisode dessus, mais c'est super intéressant. Et puis, comme tu l'as dit aussi, ça n'a pas été l'iPhone sur lequel Apple a tout misé. On savait que le modèle Pro, de toute façon, comme d'habitude, allait être extrêmement demandé. Et même, on est en décembre. Nous, on a encore du stock, mais c'est pas le stock pléthorique, tellement il est demandé, tellement il a du succès. Et je l'avais dit dans l'épisode précédent, et je vais le redire, je vais même re-regarder la caméra si vous nous regardez sur YouTube. Faites attention quand vous lisez. Toi, tu disais, j'ai beaucoup lu de choses. Toi, je sais que tu es un lecteur averti, un homme averti en vaut 2. Faites attention quand vous lisez des articles qui vous disent, tu sais, ce genre de titre... Apple est mort. Oui. L'iPhone Air, l'échec d'Apple depuis 30 ans, où en fait on a l'impression qu'ils en ont vendu 15, où en fait c'est souvent des vidéos, on va évidemment citer personne parce que c'est des gens que je ne connais pas, mais des youtubeurs qui vont te dire, le titre de la vidéo en gros c'est « N'achetez pas cet iPhone » et puis la vidéo commence par « Ne l'achetez pas si en fait vous n'aimez pas le rouge ». Bon, on connaît ce type de titre et donc, voilà, le but c'est aussi de faire du clic et de faire de l'audience. Donc, c'est sûr que quand vous commencez par dire « Ouh là là, rien ne va », on va aller voir les trains qui arrivent en retard et les chiens écrasés plutôt que tout ce qui se passe bien. Et les chiffres sont là pour prouver d'ailleurs que cette gamme 2026, donc 2025-2026, la gamme des iPhone 17 fait un carton partout dans le monde. Ça a même permis à Apple de revenir prendre la première place mondiale et sur beaucoup de marchés. Donc, ce qui est valable, ce que je dis, comme la tarte. Oui, ce que je dis, ce qui est valable au demeurant sur beaucoup de choses. En fait, quand vous voyez une info,
recoupez. N'hésitez pas, que ce soit une info sur de la tech, que ce soit une info sur des choses qui peuvent vous recouper, paraissent un peu surprenantes. Il faut faire un travail un peu journalistique en disant je vais aller voir un autre article, je vais aller voir... je sais plus ce que c'était il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu une info. Des fois, tu sais, on a des infos sur les hommes politiques où on va dire... C'est le Gorafi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un truc un peu fake? Il faut un petit peu de nos jours, recouper. Le vrai et le faux se mêlent malheureusement de façon... Dans tous les cas, recoupez toujours. On en parlera tout à l'heure avec l'IA, où vraiment le risque est grand. L'avantage est grand, mais le risque est grand. Et donc, faites ce travail, ne serait-ce que pour vous-même aussi, pour avoir une honnêteté avec soi-même, j'ai envie de dire. Donc, on a parlé des iPhones un petit peu. Toi, je sais très bien que tu as l'iPhone 17 Pro Max. Ouais, moi, j'aime bien les grands modèles. Donc, mon cœur penche depuis que les iPhones existent en version Plus. Ça a été d'abord des versions Plus, puis après des versions Max. J'aime bien avoir un appareil avec un grand écran. On a eu aussi cette année les MacBook Air M4 et puis les MacBook Pro M5 qui n'ont pas été renouvelés en termes de physique, en termes de hardware. De design, C'est les puces qui évoluent. On en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, donc le but aujourd'hui n'est pas de faire des redites, mais dans tous les cas de vous rappeler... Moi, le premier, je dis souvent que les montages de cet épisode sont faits avec un MacBook Air M4. Toi, je crois que tu travailles toujours avec un MacBook Pro M1. Un M1 Pro, ouais. M1 Pro, c'est ça. M1 Pro. Il faut dire que depuis la sortie des puces silicone, autant on était à l'époque d'Intel à la quête du dernier processeur sorti pour essayer d'améliorer un peu son quotidien. Aujourd'hui, les processeurs d'Apple ont tellement explosé les scores que d'une part, on ressent moins le besoin, surtout sur les gammes Pro, de changer aussi régulièrement. Et d'autre part, le moindre processeur équipant un Mac est déjà à lui seul bien plus performant que n'importe quel processeur Intel qu'on a pu connaître ou que l'on a encore aujourd'hui pour des machines grand public, s'entend. Donc, effectivement, la sortie de ces MacBook Air M4 qui faisait suite au MacBook Air M3, qui faisait suite au MacBook Air M2 et au M1, il y avait eu un changement de design à partir du M2. On est toujours sur le même form factor, le même design de machine. Là aussi, je trouve que Apple a fait un choix assez intéressant qui est de ne pas aller à faire une espèce de course à l'échalote sur le design et en disant, voilà, on développe un produit, là en l'occurrence la version actuelle du MacBook Air M1, du MacBook Air M4, qui est très abouti et qui va survivre pendant, je pense, quelques années. Pour les Mac Pro, c'est pareil. On a eu un gros changement avec l'arrivée des processeurs Intel. Ce design perdure encore aujourd'hui. Tu l'as dit toi-même sur le M5, c'est le même design. On sait que l'avenir assez proche devrait nous réserver un nouveau design, un nouveau concept de produit. C'est pas mal parce que ça permet aussi aux acheteurs de ces produits-là de ne pas se sentir ringardisés ou lésés simplement parce que, comme dans l'automobile, voilà, on va changer la calandre et les feux arrière et on a l'impression qu'on vous a vendu un truc vieillot. En fait, pas du tout. Aujourd'hui encore, on peut acheter du M3 ou du M2 et c'est des super produits. Donc, je dirais qu'on a une gamme sur le plan financier qui est quand même important pour pouvoir couvrir les besoins et les possibilités pécuniaires de tout le monde, de l'étudiant au professionnel, qui permet de s'offrir un excellent processeur, j'allais dire professeur, mais un excellent processeur pour des tarifs qui vont du simple, évidemment, au très haut, si on se choisit une machine extrêmement équipée. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'un Mac est devenu vraiment abordable. Il y a quelques années encore, on me disait « Ouais, mais les Macs, c'est bien, mais c'est cher ». Il fallait remettre aussi l'église au centre du village en disant attention, vérifiez bien que le PC avec lequel vous le comparez offre les mêmes capacités, les mêmes qualités et autres, les mêmes finitions, ce qui n'était déjà pas le cas à l'époque. Si vous prenez une bonne marque connue, que ce soit du Dell, du HP, du Lenovo, en règle générale, à capacité et options égales, on est sensiblement sur les mêmes tarifs. Mais par contre, aujourd'hui, vous arrivez à avoir des Macs très performants à des tarifs extrêmement abordable, je n'irai pas jusqu'à dire bon marché parce que je sais que la vie est chère, mais abordable. Donc, cette sortie du MacBook Air M4, je dirais c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a maintenant une puissance phénoménale dans un petit MacBook qui est décliné en plus en 2 tailles depuis quelques années. Là aussi, c'était une réelle nouveauté parce que souvent on associe entrée de gamme et petit écran. Or, on peut avoir besoin d'un grand écran avec une machine pas forcément ultra puissante. Là-dessus aussi, Apple a tranché. On a un écran 13 pouces, un écran 15 pouces. Et chez les pros, on a un écran 14 pouces et un écran 16 pouces. Tous les besoins sont couverts. Je dirais qu'on retrouve presque la grille si chère à Steve Jobs il y a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est pas mal. C'est un super produit.
Merci, c'est un point très complet. Je t'ai écouté religieusement parce que c'est vrai que tu nous avais le catalogue et puis au final, tu sais que je reprends souvent l'expression que tu nous avais donnée dans ce podcast. Vous n'aurez plus, avec une puce M, à vous soucier de la puissance. Ça, c'est vrai. Je le dis souvent à des gens qui me demandent conseil, des gens, même des fois ça peut m'arriver extrêmement rarement, mais des fois je descends en magasin et il y a des clients qui me posent la question, etc. Donc qui me disent, il n'y a pas longtemps, j'ai conseillé quelqu'un qui faisait mon métier, qui m'a dit oui, il me faut forcément un MacBook Pro. J'ai dit, moi je travaille avec un MacBook Air M4 et ça fait extrêmement bien le taf. Disque dur externe LaCie, on le sait, parce que la taille de stockage varie selon effectivement. Mais en termes de puissance, même des fois, je suis surpris de dire, hier encore, j'avais 20 ans, hier je faisais du montage et j'exporte une vidéo et je me dis, bon allez, je vais faire autre chose je laisse Final Cut de côté et je vais faire autre chose. En attendant, je dois avoir 2-3 minutes et puis en 15 secondes, pouf, il m'a dit hop, fichier terminé. J'ai pu l'uploader sur YouTube. J'ai dit putain, c'est magnifique quand même. Donc c'est assez formidable. Le système d'exploitation, est-ce que. Alors, on va parler d'iOS. On a un peu passé vite sur l'iPhone. Maintenant, on va parler du software. Tant qu'on est sur Mac, est-ce que tu as vu avec macOS Tao le 26, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose dans ton utilisation au quotidien ou est-ce que. Moi, je trouve que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais sur iPhone, on sent plus le changement. Pas qu'on le voit pas, c'est qu'on le sent un peu plus parce que ça change un peu nos habitudes de l'appareil quotidien, alors que le Mac est un appareil quotidien aussi. Mais sur Tao, on s'y fait plus facilement. Moi, je l'intègre plus facilement en tout cas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, écoute, assez paradoxalement, moi, j'aurais l'impression inverse. Ah ouais, ah ouais. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que le changement sur l'iPhone n'est pas... il est cosmétique. Il n'y a pas de changement majeur en termes d'ergonomie, alors que je trouve que sur le Mac, il y a beaucoup de choses qui ont changé cosmétiquement parlant, mais qui entraînent aussi des changements d'habitude. On pourrait citer le Launchpad, on pourrait citer Spotlight. Voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut revoir un peu ses habitudes, ses coutumes d'usage. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. J'aime bien quand on bouscule un peu les choses et qu'on ne s'enlise pas. Ça, on sait qu'Apple, là-dessus, c'est vraiment pour eux absolument pas un problème de remettre à plat quelque chose qui a perduré pendant des années, voire des décennies. Ils sont capables du jour au lendemain de tout remettre à plat. On l'a vu quand ils décident d'abandonner il y a 25 ans la disquette, quand ils décident finalement de ne plus mettre de lecteur de CD ou de DVD, quand ils décident d'arrêter le port jack et ainsi de suite. Apple ne fait pas cas du passé en se disant « Ah oui, mais ça fait 25 ans que c'est comme ça » ou « 50 ans que c'est comme ça ». Non, on a quelque chose de très objectif, de très ambitieux où on va dire voilà, le futur ou l'actuel futur, c'est quoi? C'est ça. Donc ça, on peut s'en passer, ainsi de suite. On le voit cette année, par exemple, avec l'abandon de la carte SIM sur l'iPhone R dont on parlait tout à l'heure et l'abandon de la carte SIM sur l'ensemble de la gamme 17 dans certains pays, dont les États-Unis. Ça nous pend au nez, si j'ose dire. Je pense qu'ils nous ont laissé une petite année aux Européens le temps que tous les fournisseurs d'accès à Internet et autres se mettent au diapason. Mais à mon avis, la gamme 18, il n'y aura plus de slot carte SIM en Europe. Donc, quand Apple décide quelque chose, il l'applique sans se préoccuper de se dire oui, mais quelle va être la rétrocompatibilité des lecteurs de CD, ça se trouve, des lecteurs de disquettes, ça se trouve, des pis-aller, on va dire, au câble jack, on peut toujours mettre de l'USB-C vers autre chose, et ainsi de suite. Ben là, je dirais c'est un peu la même chose. Quand ils décident sur le plan logiciel d'abandonner certaines choses en se disant mais c'était des guidelines qui étaient là depuis des années, oui, mais il faut s'adapter à l'époque. Donc, moi, je trouve que ces changements sont plutôt bienvenus. Ça oblige aussi tous à se remettre en question. Alors, celui qui découvre, ben lui, il n'a pas de mauvaises habitudes. Et ceux qui, comme nous, pratiquent depuis des années, ça oblige un peu aussi à revoir sa façon de faire. On grogne un petit moment parce qu'on va trouver que c'était mieux avant. Finalement, moi, par exemple, le Launchpad ne me manque pas du tout, alors que je trouve que le nouveau Spotlight remplace allègrement le Launchpad et fait même beaucoup mieux. C'est bien, tu vois, que j'ai posé la question comme ça. Je pensais presque prétentieusement que tu allais abonder dans mon sens et puis finalement, tu as complètement l'impression inverse. Donc, c'est bien, ça fait un échange. Exactement, on a deux avis. Et donc, moi, je suis curieux de savoir sur l'iPhone ce qui te change tant. Alors, moi, il y a un truc, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est malheureusement une impression personnelle que j'ai. Alors, c'est pas lié à iOS 26, mais je trouve qu'Apple fait n'importe quoi avec l'application photo depuis trop longtemps. Depuis iOS, du coup, pas celui avant 26, qui était... le 18. Le 18, quand je dis ils font n'importe quoi, je trouve que ça, quand tu cherches une photo, maintenant il y a trop d'albums, il y a trop de choses. Des fois tu ouvres l'application, tu vas aller dans tes photos, c'est des albums de 2017, ils te proposent des rétros. C'est bien, mais je trouve qu'avant c'était mieux.
sincèrement, sans reprendre l'adage populiste. Alors c'était vrai avec la version d'iOS 18, c'est plus le cas avec iOS 26. L'appli est parfaite. Moi, je suis en iOS 26 et je trouve que c'est encore trop compliqué. Mais moi, je suis quelqu'un de bête et méchant. Il me faut des choses vraiment simples, rudimentaires et voilà. Mais après, non, je trouve que moi, c'est différent parce que je mets les bêtas en général. Comme ça, je peux les tester pour TNC, pour faire des astuces, dire voilà ce qui nous attend quand c'est annoncé à la WWDC. Je les teste pendant l'été. Donc, je m'y suis fait aussi assez vite, un petit peu avant qu'elle soit publique et avant que le grand public puisse la découvrir. Et j'ai pas spécialement, je veux dire, le Liquid Glass, c'est joli, mais je veux dire, au bout de 2-3 jours, tu t'y es fait. Moi, je n'ai pas un très grand... comment dire, je ne vais pas dans la fantaisie décorative avec toutes les options multiples que peut proposer Apple, c'est-à-dire l'horloge, tu sais, sur l'écran d'affichage qui peut agrandir. Je suis resté avec quelque chose de simple. Moi, mon fond d'écran, c'est ma femme et mon chien, et voilà, je veux dire, ça me suffit. Voilà, même je connais il y a beaucoup de gens, des fois, ils ont même pas de fond d'écran, ils ont une couleur bleue, ils ont un truc, voilà. Donc, je trouve que je m'y suis fait vite. Après, l'application photo, c'est mon impression personnelle, mais je suis tellement on en parlait justement avant l'épisode de faut-il, quand on est indépendant, quand on est même professionnel, avoir 2 téléphones. Moi, je me posais la question d'en prendre un deuxième et je ne considère tellement pas, la phrase que je vais dire est terrible, hein, je ne considère tellement pas mon iPhone comme un outil de plaisir personnel. C'est vraiment quelque chose, quand je reçois des notifs, je sais que 95% du temps, c'est pour le boulot. Et quand je vois maman dessus, je dis ah oui, c'est vrai que ça me sert à ça aussi. Que finalement, c'est un outil qui est tellement professionnel pour moi que j'en tire plaisir le week-end quand on va en forêt et que je peux prendre des jolies photos, ou voilà, que finalement tu l'intègres tellement vite, tu te dis j'ai pas le choix. Professionnellement, je l'intègre, c'est mon outil de travail. Donc voilà, mais je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter, ça sera pas pareil. Ça sera quelque chose où ils vont se dire moi j'aime bien parce que la couleur, parce que ci, parce que ça. Mais après, comme je te dis, ça reste un outil professionnel, donc, mais qui est extrêmement qualitatif. Je fais des vidéos B2B avec pour des gros clients. Où je dois faire des soirées, j'ai basculé les réglages sur 4K de suite et je trouve que c'est juste génial, quoi. Donc, je sais pas si toi, ça t'arrive, tu bosses avec et puis même tu fais beaucoup de vidéos en perso, toi aussi. Oui, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup avec l'iPhone, mais moi, je ne me verrais absolument pas avoir 2 téléphones. C'est vraiment compliqué à gérer, d'autant qu'on peut mettre maintenant plusieurs puces dans le téléphone. On peut en mettre 4 ou 5 ou 6. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Après, je peux comprendre qu'on veuille jouer la dichotomie entre vie privée et vie personnelle. Moi, malheureusement, j'ai abandonné toute vie privée depuis longtemps. Tu sais que j'en parle souvent. Alors là, je fais une digression, mais finalement, c'est un podcast aussi sur le monde professionnel qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent exactement comme toi, qui me disent j'ai pas le temps d'être malade, je travaille, j'ai pas le temps d'avoir une vie personnelle parce que moi, je le disais sous forme de boutade. Hein. Mais j'arrive très bien à faire la scission entre la partie professionnelle et la partie privée. Alors, c'est l'expérience. Quand les gens me disent je suis désolé de vous déranger un samedi à 11h, je dis l'avantage d'un téléphone, c'est que si on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas. Si je prends l'appel, c'est qu'a priori, je suis tout à fait enclin à répondre à la problématique. D'autant plus que si vous recevez un coup de fil à 11h du soir un dimanche d'un client, c'est a priori, soit il est extrêmement mal élevé, soit il est extrêmement dans la mouise. Et donc, en règle générale, ça va m'interpeller. Je vais me dire, bon, là, pour qu'on m'appelle à cette heure-ci, c'est qu'il doit y avoir un sérieux problème. Et en règle générale, je joue plutôt le rôle de bon samaritain. Voilà. Mais c'est vrai que, alors c'est un podcast qui va devenir un peu une catharsis pour moi, une psychanalyse, mais moi, je veux passer à 2 téléphones. C'est pour une histoire de santé mentale aussi, où finalement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent aussi, qui sont indépendants, qui sont travailleurs et qui se disent, c'est vrai que des fois, tu as peur de ne pas répondre à tes clients ou même à répondre aux clients de tes clients quand tu gères des réseaux sociaux. Et moi, des fois, le FOMO. Fear of missing out. C'est même pas le FOMO, la peur de louper quelque chose, parce qu'en général, ça, c'est plus... le FOMO, c'est quelque chose qui est... comment dire ? Plus léger en règle générale. Ouais, c'est ça, c'est ta peur de louper que Georges Clooney a acheté des tongs roses, quoi. Donc, c'est des trucs. Il a acheté des tongs roses ? Eh oui, tu savais pas. C'était même incroyable. pas au courant. Non, mais c'est pas tant le FOMO, c'est des fois je suis au lit le soir et puis tu sais, tu fais un peu de téléphone avant de t'endormir et puis moi j'ai des messages d'un client. Vous avez l'iPhone en telle capacité ? Et moi, comme un imbécile, des fois je vais répondre à 22h. Ouais. Et c'est des fois le fait de se dire, allez, le téléphone pro à 19h30, 20h, hop, il va dans le tiroir. S'il y a une urgence, téléphone privé, ok, j'ai un autre numéro, vous pouvez m'appeler en cas d'urgence. Ouais. Encore faut-il définir les urgences, parce que moi, des fois, j'ai des messages de
de clients qui me disent hey, je ne trouve pas la réservation pour Avatar, c'est très urgent. Bah oui, donc il faut revoir un petit peu les urgences aussi, mais bref. Peut-être que dans quelques mois, je vous ferai un retour d'expérience en vous disant j'ai beaucoup aimé avoir 2 téléphones, j'ai beaucoup aimé en avoir qu'un seul. C'est un autre sujet, mais c'est un peu le best-of de l'année, donc on fait un petit... Je te propose de faire cet épisode 2 téléphones contre un téléphone. Ah, si tu veux. Allez. Ah, ben on le fera. Mais de toute façon, tu sais, quand on est professionnel, que tu sois indépendant, salarié, chef d'entreprise, etc., dans toutes les situations, il y a des pour et des contre. Et il y a des gens que moi j'accompagne, des indépendants, plutôt des gens qui veulent devenir indépendants, qui voient que moi, ça fait 8 ans que je suis indépendant, et ils me disent ah oui, mais ça, etc. Et puis c'est vrai, quand tu n'es pas dans la situation même, tu ne sais pas pour pas mal de choses. Donc en fait, là, tu parles de téléphone, mais dans toutes les situations qui peuvent être sans inhibition, tout à fait. On peut, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est bien d'avoir les deux pendant. On va rentrer dans la partie IA, d'abord celle d'Apple. On en a beaucoup parlé dans ce podcast. On peut difficilement séparer les avancées de l'IA d'Apple de l'avancée de l'IA en général. Et c'est pour ça que quand on a préparé ce podcast, on s'est dit on va parler d'Apple Intelligence, on va parler de Playground. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit Playground, je suis bien content de pouvoir le redire. On a dit on va parler de ça, mais c'est tellement indissociable, comme tu dis, de l'IA en général. Le but, on va évidemment pas faire une liste de toutes les IA qui existent, parce que ce serait un peu infaisable, mais en fait, on avait envie de parler de l'évolution générale. On va parler de Nano Banana, qui est l'outil de Google. On va parler de Sora 2. On va parler de Thibaut InShape un petit peu. C'est pour montrer un peu les exemples sociétaux en France et dans le monde qui peuvent survenir. Et ça va à une vitesse phénoménale. Et puis, on peut un peu replacer Apple sur cet échiquier-là. Déjà, on a beaucoup parlé dans ce podcast, notamment quand il y avait notre ami Locan, à qui on passe le coucou, qui était avec nous. On parlait beaucoup d'Apple Intelligence. Finalement, on attend toujours ce Siri dopé aux stéroïdes dont on a parlé. J'ai envie de dire, Apple prend son temps. Je corrigerai ma pensée pour faire l'avocat du diable. Apple nous sortira un produit extrêmement abouti, je pense. Et quand ça sortira, on en aura pour notre argent. Ça a toujours été le fait d'Apple. J'ai l'impression de ressortir la même phrase très très souvent. Apple n'a pas inventé les smartphones et n'est pas arrivé le premier avec des smartphones. Apple n'a pas inventé les tablettes. Apple n'a pas inventé l'informatique et l'ordinateur, le micro-ordinateur. Apple n'a pas inventé l'interface graphique, c'est Xerox, et ainsi de suite. Et pour autant, chaque fois qu'Apple est arrivé sur un marché avec son produit, la mise au diapason, c'est fait pour tout le monde. Et je te double coupe, tout à l'heure, tu as dit un truc très juste quand tu parlais de l'iPhone R, où au final, quand par exemple le Vision Pro est sorti, Apple a souvent plusieurs années d'avance sur le marché. Le Vision Pro, je pense que c'est le cas, parce que c'est un produit qui est extrêmement c'est une preuve performant. Et attends, je finis, sinon je vais me perdre dans mon raisonnement, mais tu as raison. Et quand on parlait des MacBooks avec la puissance, c'est un produit du quotidien, pareil, qui je trouve a beaucoup d'avance et qui est tellement performant qu'on l'a banalisé aussi. Banalisé, c'est un mot qu'on emploie souvent dans notre podcast. J'ai retrouvé le fil de ma pensée, je te redonne la parole. Mais non, mais tu as totalement raison. Et ce que je disais, c'est que oui, il y a une espèce de petite monde de l'informatique et de l'IA qui a tendance à bruisser en disant « Ah, ça y est, Apple, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la fin, c'est fini, ils ont raté le virage de l'IA. » Je pense qu'ils n'ont rien raté du tout. D'une part, il y a de la place pour tout le monde. Ensuite, on voit que les empereurs d'un jour peuvent devenir les parias le lendemain. Le mois dernier, tout le monde ne jurait que par ChatGPT, qui avait sorti sa version 5.1. Entre-temps est sorti Gemini 3. Et du jour au lendemain, tout le monde s'est barré de la table, a couru de l'autre côté pour aller manger à la table Gemini en disant « Ça y est, ChatGPT, OpenAI, c'est terminé, ils sont morts. » Ça va tellement vite, c'est hallucinant quand même. Voilà, non mais aujourd'hui, tout est comme ça, c'est la mode de TikTok. Tout passe à fond la caisse et on ne s'intéresse à rien, on survole tout et on creuse absolument rien. En réalité, Gemini 3, donc, qui est sorti, qui est la troisième itération de l'IA de Google, qui était un peu larguée, et franchement très bien, c'est un bon produit. C'est des choses que tu utilises au quotidien, alors, toi, que tu testes? Je teste tout, j'utilise un petit peu. Mon avis, qui n'engage absolument que moi et qui est l'avis d'une personne seule dans son coin, c'est que j'ai trouvé que Gemini était très très fort sur les images. Il va très vite, il y a une bonne compréhension et le rendu est plutôt très bon. Mais étonnamment, depuis la sortie de Gemini 3, il y a eu là aussi une mise à jour avec un Gemini Pro qui a étrangement, de mon point de vue,
réduit les capacités du Gemini tout court. C'est-à-dire que je l'ai trouvé excellent au début et je commence à le trouver pénible aujourd'hui. Sur le plan... Carrément pénible. Carrément. Sur le plan de la... Je ne parle pas des images, donc pas de Nano Banana. Sur le plan de l'interface, on va dire, classique, textuelle, je le trouve bon, mais pas fou. Et dans le même temps, je trouve par contre, notamment, on va dire, depuis hier... depuis maintenant 10 jours. On ne va pas mentir aux gens, on enregistre cet épisode, on est le 11 décembre. Voilà. Mais alors, depuis hier, depuis le 10 décembre, donc ça fait 15 jours pour vous, est sorti ChatGPT 5.2, c'est-à-dire à peine un mois après la 5.1, la 5.2 est sortie. J'ai déjà pu, depuis hier soir, faire beaucoup de tests et je trouve qu'il est encore meilleur qu'il était avant. Donc pour moi, ChatGPT reste dans mon domaine, dans la façon dont je l'utilise, reste tout à fait leader par rapport, là encore, j'insiste vraiment, à mes besoins. Évidemment, à côté de ça, on a des offres parallèles. On a le chat de Mistral. Je te coupe justement, parce que pendant que tu parles de ChatGPT, on en avait parlé il y a très longtemps, où toi et Locan, vous m'aviez expliqué votre utilisation. Déjà, je ne sais pas si tu as vu, Adobe a annoncé qu'ils allaient intégrer certains... Alors, j'ai testé. Ah ben voilà. C'est ni fait ni à faire. Non, c'est pas ni fait ni à faire, c'est gentillé. Voilà. Ça ne va pas vous faire passer d'une compétence ou d'une licence Adobe, Photoshop ou Illustrator. Mais disons que ça peut faire le boulot. Il faut savoir qu'en réalité, ça va utiliser Firefly, l'IA spécifique d'Adobe. Mais c'est une bonne chose. Je dirais que peut-être ce qui va encore plus plaire, c'est le contrat à 1 milliard passé hier avec Disney, où vous pouvez maintenant demander directement à ChatGPT de vous créer main dans la main ce Iron contrat Man. Alors Disney et OpenAI ont passé un accord. OpenAI peut utiliser dans ChatGPT tout le monde, la licence, toutes les licences de Disney, Marvel. Donc vous pouvez dire par exemple à ChatGPT, décide-moi une image de Mickey main dans la main avec Iron Man. Et ça sera nickel. Et c'est officiel. Mais c'est vrai ça, quand tu fais des demandes parfois, moi quand je fais des demandes sur ChatGPT et tu dis je veux, je sais pas, Tom Cruise en train de cueillir des fleurs, il va te dire je n'ai pas le droit d'utiliser l'image de Tom Cruise. Donc là on aura le droit. Pas du tout. Et dans la foulée, OpenAI a porté plainte contre Google en leur demandant d'arrêter de produire des images issues de la licence. Maintenant qu'ils ont les droits. Donc là, on commence à assister à une grosse bataille financière, en plus des investissements absolument démentiels en termes d'infrastructure et de développement. On va maintenant assister à une bataille d'ego sur les licences. On voit aussi, en parallèle de tout ça, que Netflix avait tenté d'acheter. J'allais y venir. J'allais ouvrir une... Tu vas revenir là-dessus. Je vais te triple couper. Juste pour rester sur les IA, pour moi, Apple n'est pas en retard. Apple a peut-être sous-estimé, non pas le retard ou mais ils ne sont pas sur le même segment, en fait, quand on parle de ChatGPT. Ils ne sont pas sur le même segment. Aujourd'hui, cas. ce que propose Apple avec Apple Intelligence, qui est déjà intégré dans les iPhones et les Mac, est franchement très bien. J'ai une formation à ce sujet là-dessus la semaine prochaine. Et on peut d'ores et déjà faire des démonstrations du bien fondé des choix qu'a fait Apple. C'est-à-dire que c'est une IA locale et c'est une IA utilisable au quotidien, c'est-à-dire une IA qui sert. Ce n'est pas une IA de démonstration. Je ne dis pas que les autres sont que des démonstrations, mais je dirais qu'elles peuvent être utilisées par le plus grand nombre et très facilement. Et ça, c'est pas mal. Ça fait un très bon outil de relecture, ça fait un très bon correcteur orthographique, ça fait un très bon outil de traduction, un très bon outil de résumé. Ça fait déjà 4 ou 5 thèmes que tout le monde peut avoir besoin d'utiliser au quotidien et qui sont parfaitement prises en charge, que votre téléphone ou votre ordinateur soit connecté à Internet ou pas. Donc ça, c'est un point positif. Et je n'ai pas à passer par une autre interface. Donc là, déjà, on voit que Apple n'est pas si largué que ça. Et comme tu l'as dit dans ton introduction là-dessus, ils prennent leur temps pour arriver avec un produit fini et pas avec un truc, avec des fausses promesses, comme on a pu le penser par le passé. Je pense qu'ils ont peut-être sous-estimé le temps de développement, pas la difficulté, mais le temps de développement nécessaire à ça et les avancées permanentes. Donc, il y a une infrastructure à bâtir, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça aura pris peut-être 2 années de plus, mais ce n'est pas grave si au final on a un bon produit digne des iPhones et des matériels qu'ils produisent depuis 50 ans l'année prochaine. Moi, je suis preneur, je ne suis pas pressé. C'est la preuve d'intelligence d'Apple. C'est la politique depuis des années, mais combien de marques auraient dit attends, il y a quand même pas mal d'acteurs qui vont dessus. On sort un produit claqué au sol, et je pèse mes mots parce que dans l'histoire de la tech, il y en a eu des produits qui sont sortis comme ça, et où en fait tu te grilles des cartouches, tu te tires des balles dans le pied. Ça n'a jamais été la politique d'Apple qui a préféré... Ça aurait créé un vrai bad buzz, et ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut partir avec un produit
aux ambitions modestes, mais qui répondent parfaitement à la demande, même si comparativement, on va dire « Ah oui, mais regardez Claude, regardez Mistral, regardez OpenAI, regardez Gemini ou Grok, ils font des trucs fantastiques. » Oui, mais hors de tout cadre, la plupart du temps en respectant aucun cadre légal et souvent en bafouant les licences, en bafouant les droits d'auteur et autres. Apple ne veut absolument pas les s'embourber là-dedans. Pas question qu'on dise qu'Apple a pillé des livres, des œuvres de cinéma, des personnages ou autres. Donc, tout ça doit être extrêmement cadré et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Tu as parlé de... Je vais ouvrir une parenthèse image, je vais le dire comme ça. Une parenthèse sur le cinéma, sur les séries, etc. Tu as parlé du rachat de... Ah, j'avais une question, pardon, avant d'ouvrir ma parenthèse. Sur ChatGPT, est-ce que pour avoir des bonnes performances, on est obligé d'avoir l'abonnement payant de ChatGPT à 20 € par mois? Non. L'abonnement, il servira plutôt à ceux qui, comme toi ou moi, utilisent l'application ou le service ChatGPT de façon extrêmement récurrente. Pour autant, j'ai pas remarqué... Ça apporte quoi en plus? Le plus de tokens, plus de tickets. Donc, la possibilité d'avoir un recours plus fréquent. Si vous utilisez une version gratuite de ces outils, au bout de quelques demandes, si vous faites 5 images et 10 demandes, vous serez bloqué, vous devrez attendre 24 heures pour les utiliser. Est-ce qu'il y a un apport, par exemple, pour l'IA conversationnelle? Je sais que moi, souvent, je parle à l'oral avec elle, j'ai des discussions. Et est-ce que l'IA, quand on va payer, va être peut-être plus pertinente? Non, elle ne sera pas plus pertinente. Par contre, il y aura un point qui, moi, me paraît essentiel, c'est la mémorisation de vos échanges. Donc ça fait partie des offres payantes la plupart du temps. Ça veut dire que pour ne pas avoir à répéter tous les jours les mêmes choses ou à rappeler des choses, vous allez en fait vous constituer une sorte d'IA locale qui va mémoriser tout ce dont vous avez déjà parlé de manière à pouvoir ensuite être beaucoup plus réactive. Et à la manière d'un ami ou d'un assistant, vous n'allez pas lui répéter tous les jours que vous prenez votre café avec pas de sucre, qu'il faut du long, corsé et ainsi de suite. Il va savoir tout ça et donc quand vous lui direz un café, à votre IA, il va vous amener le café que vous attendez. Il n'y a que si vous voulez faire à un moment donné un thé vert pour changer, que vous devrez le lui préciser. Mais ça, c'est intéressant. À partir du moment où vous avez une offre payante, vous avez cette faculté à mémoriser l'ensemble et puis pouvoir vous créer vos GPTs quand on utilise par exemple ChatGPT, c'est-à-dire des IA personnalisées que vous allez pouvoir développer. Ça, ce n'est pas ouvert au compte gratuit. Alors je contrebalance, encore que certains amis, voire même parfois son conjoint, il faut lui répéter plusieurs fois les choses. Je suis le premier exemple dans ce cas où ma femme me dit souvent des choses. Bref, c'est une parenthèse. Je réouvre ma parenthèse image. Elle écoute. Donc, mais bien sûr qu'elle nous écoute. On lui passe le bonjour et à la tienne aussi d'ailleurs. Tu parlais tout à l'heure du contrat de Disney avec ChatGPT. En cette fin d'année, c'est un peu la bataille des milliards. Alors, on enregistre cet épisode, j'ai dit le 11, on est le 12. Peut-être qu'il y aura des changements d'ici le 26, mais c'est la grosse bataille pour racheter Warner Bros. Qui a été racheté initialement par Netflix. Alors, qui a reçu une proposition d'achat. Oui, mais tu as vu, on a vu partout, c'est fait, etc. Ce n'est absolument pas fait. Ça, c'est Netflix qui s'est targué de l'avoir fait. Voilà, exactement. Ça s'appelle mettre un coup de pression. C'est-à-dire, vous faites... On connaît des gens qui font ça. C'est-à-dire, vous dites que les choses sont faites, mais vous ne les avez pas encore faites. Mais comme ça devient presque acté pour tout le monde, ça s'appelle un peu forcer la main. Donc, ils ont fait une offre à 82 milliards. C'était pas 64 ? Non, 82 milliards, ce qui était une belle somme déjà. C'est pas mal, mal. Mais en ne gardant que les chaînes qui rapportent de l'argent et le fond, on va dire, c'est-à-dire le catalogue, et en ne gardant pas les chaînes de télé. Parce qu'il faut savoir que Warner Bros. Discovery, ce sont évidemment le catalogue de la Warner Bros., la chaîne Discovery, mais c'est aussi CNN, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas ABC, mais il y a 2 ou 3 autres chaînes de télé, Discovery Channel et tout ça. L'offre de Netflix ne comprenait pas ça, et l'offre de Netflix, c'était un peu d'argent et beaucoup de shares, beaucoup d'actions. Donc, il n'y avait pas 80 milliards d'argent. Et alors, la coup de théâtre, quelques jours après, parce que finalement, ça pose un problème, je ne vais pas dire éthique, mais ça fait un grand studio américain qui passe dans les mains d'une chaîne qui fait du streaming. Et ça posait des problèmes. Warner Bros. Aurait dû annoncer publiquement sa vente, sa mise sur le marché. Or, il semblerait, je mets tout ça au conditionnel, je ne suis pas proche dans les petits papiers, il semblerait que le truc se soit fait un peu un loose day entre Netflix et Warner Bros. Et évidemment, ça n'a pas plu à certains. Ils auraient vendu la mèche un petit peu tôt finalement. Peut-être. Et donc, d'autres souhaitaient se positionner pour ce rachat.
dont la famille Ellison, connue pour le père, Larry Ellison, qui est le fondateur de Oracle, qui était un bon ami et qui a longtemps été au board d'Apple, qui était un bon ami de Steve Jobs, qui a permis notamment le retour de Steve Jobs à la fin des années 90, et qui est aujourd'hui assez proche de Donald Trump. Ça veut dire qu'il a l'oreille de Donald Trump, qu'on l'aime ou pas. La question n'est pas là, c'est que pour l'instant, c'est lui qui dirige. Donc, il a jugé qu'il était biaisé dans cette affaire, puisqu'il n'avait pas eu droit au chapitre et pouvoir exprimer une éventuelle option d'achat. Comme une espèce d'appel d'offres en général où on peut se positionner. Et donc, il a fait ce que l'on appelle une offre agressive, une OPA, une offre publique d'achat, mais agressive, en disant, ben voilà, nous, on surenchérit, nous, on propose 103 milliards. 103. Donc, ça fait quand même, on est là, je le rappelle, sur des milliards. Donc, oui, même un ou deux de plus, ça peut jouer. Ça compte un peu de suite. Donc là, on est carrément sur une offre qui fait 20 milliards de plus et qui reprend l'intégralité, c'est-à-dire les studios, les chaînes de télévision, le catalogue et autres, et qui, de surcroît, paye tout en cash. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de « on vous donne un peu de nos actions », on vous donne 103 milliards. Ça fait quelques petites valises, évidemment. Et donc, je pense que le board et les actionnaires vont largement réfléchir. J'imagine assez mal les actionnaires et le directoire de Warner dire d'un côté, on a 82 milliards, certes une belle somme, c'est beaucoup d'argent, il faut le savoir, mais on doit se débrouiller de notre côté pour vendre les chaînes ou les abandonner ou peu importe, et on ne touchera pas 82 milliards, on touchera une belle partie de cette somme et des actions en devenir de Netflix. Et de l'autre côté, on a 104 milliards ou 103 milliards directement dans la poche ou redistribués. Et qui plus est, on n'a pas à se soucier de la vente des chaînes de télé et autres. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Là, on est vraiment sur des montants pharaoniques, astronomiques. Il n'y a même pas de mots. Et stratosphériques. On est sur 1/10 de trillion. Oui, exactement. Donc là, aujourd'hui, voilà, quand on parle d'IA, on parle pareil en milliards d'investissements. Quand on parle de rachat de studios. Mais tout ça, c'est quoi le but ? C'est de régner sur l'image, d'avoir la mainmise à la fois sur des canaux de distribution comme les chaînes. On voit bien que, par exemple, le Parti républicain aux États-Unis s'appuie sur Fox et autres. On retrouve un peu la même chose chez nous aujourd'hui avec les chaînes d'information. De l'autre côté, c'est un catalogue parce que produire des séries, c'est une chose, mais on l'a vu avec Disney, racheter Pixar, racheter Marvel, racheter les licences Star Wars, racheter toutes ces immenses choses que sont ces sagas, ces séries et autres. Ça permet de faire vivre, de faire des préquels, des séquels, des à côté, des avant, des bientôt après, des pendant, des vous savez pas qui, mais on va faire venir quelqu'un d'autre. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça se négocie à des tarifs évidemment lunaires et ça fait partie des hauts faits de cette année 2025. On va voir comment les choses vont aboutir. Et alors là, vous pouvez nous écouter et vous demander mais pourquoi il nous parle de ça ? C'est parce que Apple est un acteur majeur du cinéma mondial avec Apple TV+. D'ailleurs, on se mélange un petit peu maintenant parce qu'il y a eu un rebranding du logo. Il ne faut plus dire Apple TV+, il faut dire Apple TV, qui n'est pas l'objet, mais le service de streaming qui, j'ouvre une parenthèse, dans la parenthèse, possède en ce moment une formidable série qui s'appelle Pluribus, qui a été créée par Vince Gilligan, qui est, je sais, un de tes... Héros, puisque c'est l'homme qui a fait la série Breaking Bad. D'ailleurs, Better Call Saul. C'est d'ailleurs l'actrice de Better Call Saul, Rhea Seehorn, qui joue l'actrice principale de Pluribus. Et c'est là où c'est rigolo parce que le 26 décembre, il y aura, je pense, le lendemain l'épisode final. Et nous, on n'en est qu'à l'épisode 6. D'ailleurs, tu vois, on enregistre ce podcast un vendredi. Et ce soir, on va regarder l'épisode 7. Bref, vous voyez un petit peu comme tu le disais, Apple TV fait partie maintenant de cette saga des opérateurs de télévision et de séries et de films, puisqu'ils ont quand même produit le plus gros film de l'année avec Formula One. À côté de ça... Un succès, ça on n'en parle pas assez. Ça a été le plus grand succès d'Apple de l'année. Non, mais le film a pulvérisé tous les records. Moi, c'est un des rares films, j'en fais pas mystère, je dis souvent dans ce podcast que je travaille avec un cinéma. J'ai beaucoup de gens autour de moi et j'ai même des clients qui m'écrivent tous les mois pour me dire c'est quand que vous le remettez. On ne peut pas le remettre pour des histoires de droit, on peut le remettre dans des festivals, IMAX, 4DX, etc. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit j'ai été le voir 2 ou 3 fois. C'est un film c'est une expérience de cinéma, vraiment. Apple, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans ce podcast, mais Apple a même... dans le film, effectivement, tu vois qu'ils travaillent tous sur des espèces de machines de guerre, du Mac Studio, etc. Mais Apple a mis des petites caméras que vous trouvez dans l'iPhone, ils les ont extraites de l'iPhone pour les mettre dans le cockpit pour les scènes
d'action, de conduite, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait au cinéma. Apple, j'ai envie de dire, à l'image de sa stratégie marketing retail, travaille de façon extrêmement intelligente avec le cinéma. Ils se sont pas précipités pour faire des séries. Là où Netflix, c'est pas pour dézinguer, parce que franchement, je le dis avec objectivité. Tu sais, la rengaine avec Netflix, c'est de dire le temps que tu trouves une série ou un film, tu as déjà passé 1h30 en fait. Apple TV+, il y a très très peu de séries qui sont pas qualitatives. Ils n'ont pas un catalogue aussi riche, mais ils ont quelque chose de vraiment qualitatif. Il suffit de voir le nombre de récompenses en regard du catalogue. Apple est loin devant. D'ailleurs, cette année encore au Golden Globe, je crois qu'ils ont 8 ou 9 nominations, avec même des nominations où ils sont en concurrence avec eux-mêmes. C'est-à-dire que Severance et Pluribus, par exemple, dans 2 ou 3 catégories, vont se retrouver face à face avec Shrinking, avec Morning Slow Show. Horses, avec Morning Show, puisque comment s'appelle l'acteur principal ? J'oublie son nom, mais c'est pas très grave. Il joue dans Severance également. Ouais, voilà. C'est ça. Il va est en concurrence. Il va y avoir des nominations pour des acteurs différents, mais dans des séries Apple. Donc, on verra ce que ça sera éventuellement aux Oscars. Assez étrangement, F1 n'a pas été retenu sur les Golden Globes. Ouais. Je dirais que la récompense, elle vient plus du public. C'est la récompense populaire. Voilà, la récompense populaire qui est plutôt pas mauvaise. Et rappelons aussi qu'Apple a réussi à avoir pour 5 ans les droits de la Formule 1 aux États-Unis. J'allais y venir, pas sur la Formule 1, mais sur le football aussi, puisque sport en général. Apple a les droits de la MLS et puis la Coupe du Monde. Je pense qu'on va avoir le loisir d'en reparler si Apple joue un rôle là-dedans dans les mois à venir, mais la Coupe du Monde se déroulant aux États-Unis. Je fais une parenthèse, mais c'est au Mexique et au Canada. Et au Mexique, pardon. En Amérique. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Et je fais une parenthèse, mais comme c'est l'épisode Best of 2025, on égrène un petit peu tous les sujets. Je regarde, on en est à 47 minutes. On a dit qu'on ne dépasserait pas l'heure. On a encore un petit peu de temps. Mais on a vu avec le tirage au sort de la Coupe du Monde aux États-Unis que ça va être une ode au Trumpisme, je pense, où il va beaucoup façonner la compétition. Il y a des choses. Mais comme il a dit beaucoup de bien des pays co-organisateurs, tout va très bien se passer. De toute façon, il fait ce qu'il veut. On le voit chaque jour. Je trouve que ce personnage repousse les limites chaque jour. C'est même plus de la roue libre, là, c'est de la roue. Bref. Mais il y a quelque chose, moi, que je. Tu vas devoir fermer tes réseaux sociaux si tu comptes voyager aux États-Unis. Je pense, ouais. Mais il y a quelque chose, par contre, que je regrette énormément, c'est qu'en tant que passionné de ballon rond depuis 30 ans, va y avoir, je ne sais pas si tu as vu, il y aura des pauses de 3 minutes par mi-temps. En fait, les matchs de foot à cette Coupe du Monde vont être des matchs de basket. Ça sera des quarts-temps. Il y aura 3 minutes de pause par mi-temps et il y aura de la pub pendant ces 3 minutes. Donc, ça va être ni plus ni moins que du Super Bowl. Ça va être, voilà. Et à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2026, ils vont rallonger la mi-temps pour la passer à 20 minutes pour faire un grand show comme au Super Bowl. D'accord. Je trouve ça... alors peut-être ça va être bien pour les gens sur place, bien que les tarifs des places vont être exorbitants, la vie aux États-Unis étant déjà très chère. Et je trouve que ça va être au détriment du jeu, du sport. Mais forcément, il faut faire marcher la planche à billets. Et le prix, c'est comme au Super Bowl, on compte en plusieurs dizaines de millions le prix de 30 secondes de publicité. Bref, mais on verra comment Apple se positionne là-dessus. Je ne sais pas si aux États-Unis, ils ont des droits sur certains matchs ou pas. Je sais qu'en France, c'est différent et que, de toute façon, il y aura un décalage horaire. Il y a des matchs qui vont être à 3h du matin, d'autres à 21h. Ça va être... compliqué. Ouais, qui vivra verra, on va dire. Concernant la F1, comme tu disais, ils ont récupéré les droits pour les États-Unis et il n'est pas exclu, parce que ça intéresse aussi Liberty Media, qui est le promoteur de la Formule 1, le Formula One exactement, faut-il dire, TM, Register, et ainsi de suite. Eh bien, Apple aimerait bien aussi pouvoir avoir la distribution et la diffusion exclusive de la Formule 1 partout dans le monde. Donc, comme on sait que pour l'instant, c'est négocié au cas par cas dans différents pays. C'est Canal+, par exemple, chez nous, et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que les droits vont tomber chez les uns et les autres, il est tout à fait possible qu'Apple les ramasse. Et je dirais le bon point de tout ça, si on regarde aux États-Unis, c'est que ça y est, à partir de début janvier, dès le début de la saison, Apple va diffuser gratuitement la Formule 1. Donc, ça ne coûtera rien de regarder la Formule 1 aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas chez nous, par exemple. Et non, il faut aller sur Canal chez nous. Mais Formule 1, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, il y a une immense explosion. On voit que ça partout, tout le temps. Il y a des documentaires sur Netflix. Il y a des... Bon, tu as dit quelque chose d'assez symptomatique. Tu as dit qui vivra verra. Moi, j'avoue que mon objectif actuel, c'est de rester en vie en 2026. puisque possible. Coupe du monde de foot... GTA 6 qui sortira, ça je pense. Le problème, c'est que par rapport à ce que tu as dit il y a 5 minutes, je vois 2 ou 3 points rouges sur ton front.
Mais ah oui, par rapport à Donald, il y a des snipers dehors. Non, mais GTA 6, le prochain, on a une très très belle année cinéma avec Avengers Doomsday qui va arriver, qui va être je sais pas si le 26 décembre, quand ce podcast va sortir, le trailer d'Avengers sera sorti. Mais retiens ce que je vais te dire, on enregistre le 12, ça va casser Internet pendant 2 jours. Tu vas voir qu'Internet sera cassé, ça va être. Je pense que Marvel va faire des choses assez folles. C'est pas moi qui vais le casser en tout cas pour ça. Non, je sais que tu n'es pas la cible, voilà, mais ça il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Ça serait intéressant. Non, ça serait intéressant qu'on fasse des petits épisodes dans l'année par rapport à ça, si Apple sort des films justement. Je vais revenir au sujet de l'IA, puisque c'était une parenthèse cinéma. Il nous reste encore quelques minutes. On parlait de Nano Banana, de Gemini. Il y a Sora 2. Qui a fait du bruit il y a quelques temps avec notre ami Thibaut InShape, qui est de la région d'ailleurs, à Toulouse. Ton ami. C'est pas mon ami, mais voilà, je veux dire, c'est lui, il a une stratégie parce qu'il a sorti un bouquin sur sa carrière, etc., où il est torse nu dessus. Et en fait, sa stratégie a été de mettre à disposition du monde entier son image, donc il a enregistré sa tête, etc., comme on faisait à l'époque, tu sais, d'enregistrer son... Ça s'appelle un caméo. Voilà, il a fait un caméo, comme on dit dans les films. Il y a quelques années, on aurait dit, tenez, je vous donne ma tête en PNG, avec un fond détouré, faites les montages que vous voulez. Là, on est à l'étape supérieure. Je parlais tout à l'heure de faire attention aux vidéos qu'on voit. Et alors là, lui a mis son caméo à disposition, et ça a été une inondation totale, mais pas dans le bon sens, puisque ça a généré des dizaines de vidéos. En fait, c'est quelqu'un qui a une image, je ne le dis pas pour lui faire de la pub, je le dis pour illustrer le propos et les choses dont il faut se méfier avec l'IA aussi. C'est quelqu'un qui est étiqueté à droite, patriote, et c'est vrai que dans ce pays, quand tu dis que tu es patriote, très vite tu es catalogué à l'extrême droite, et le fait qu'il mette sa tête, son visage à disposition, ça a généré des milliers et des milliers de vidéos où on lui faisait dire des contenus à caractère... je ne vais pas dire les mots, sinon on va se faire strike sur YouTube. Mais voilà. Et c'est quelque chose dont lui, je pense que c'est une stratégie. Je vais même plus loin, ça n'engage qu'à moi, mais je pense que c'est une stratégie totalement voulue. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz, forcément. Pareil, mais en bien ou en mal. Voilà, exactement, pourvu qu'on en parle. Mais voilà, c'est aussi des choses dont il faut se méfier avec l'IA. C'est pour ça que moi, je ne vais pas sur TikTok, parce que je vois aussi des choses, des fois c'est un petit peu rigolo, quand tu vois des montages où tu sais que c'est quelqu'un qui saute de l'espace de 70 mètres, tu dis c'est bien fait, c'est rigolo, ça fait pas de mal, mais il y a beaucoup de vidéos qui font du mal aux gens, qui se moquent des gens, et c'est aussi quelque chose de laquelle il faut se méfier. Exactement. Donc pour en revenir plus prosaïquement à l'outil Sora 2 lui-même, c'est une application qu'on n'a pas encore en France, que j'utilise via un compte Apple US, qui est prometteuse. Les reproches, c'est il y a quand même beaucoup d'approximations dans la réalisation, mais je dirais pas plus que ChatGPT il y a 2-3 ans. C'est prometteur. Ce qui fait mal au cœur, c'est de se dire que finalement, c'est quand même, on bouffe des ressources en électricité et en calcul monstrueux pour un résultat rarement très intéressant parce qu'on n'a pas réellement besoin pour le moment. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est assez long, mais il faut bien prendre en compte que la vidéo, c'est minimum 24 images par seconde. Donc, quand vous faites une image, ça demande 1 minute. Et là, vous avez le droit de faire des vidéos, si mes souvenirs sont exacts, de l'ordre de 6 secondes, quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer aussi un peu sur la qualité. Ça fonctionne sur le même principe que les autres, c'est-à-dire que vous avez un prompt, vous décrivez ce que vous voulez obtenir. Et au bout de quelques minutes, l'application Sora vous délivre une vidéo qui correspond plus ou moins bien au prompt que vous avez soumis. C'est très impressionnant parce qu'on se dit évidemment quand on a vécu en 3 ans ce qu'on a vécu sur l'IA, que si ça suit la même courbe de progression, vous pourrez vous réaliser des petits films chez vous. Vous pourrez faire votre faux Marvel dans votre coin avec votre chien, votre mamie, votre cousin en quelques minutes. Sûrement au mépris de toutes les règles écologiques, mais techniquement parlant, c'est assez bluffant, effectivement. Mais on n'est pas encore, évidemment, au même niveau de rendu qu'on peut avoir sur des images. J'ai envie de te dire, il y a des gens qui ne se privent pas et ça devient presque difficile maintenant de déchiffrer les vrais trailers au cinéma, bon, surtout pour Marvel Avengers, parce que c'est très attendu et c'est fait avec des personnages en CGI, mais ça devient compliqué parfois. Il y a des trailers qui sont d'un réalisme
bluffant. Je crois que si on devait arriver à quelle est la conclusion de cette année 2025, et ça sera peut-être aussi le cas en 2026, c'est méfiez-vous des contrefaçons. Méfiez-vous des contrefaçons, mais méfiez-vous de tout et ouvrez l'œil et le bon, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut faire du faux plus vrai que nature. Et comme le vrai, malheureusement, tente à devenir aussi mauvais que le faux, on ne sait plus très bien où on habite. Voilà. Bah, écoute, je ne suis pas sûr d'avoir compris la phrase. Mot de la fin. C'est un très bon mot de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026, Sébastien ? Écoute, la santé ? Voilà, déjà, avant tout. Et puis, que tout se passe bien. Moi, je souhaite qu'il y ait des beaux produits qui sortent, que les gens créent. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est la création. C'est-à-dire réaliser des choses, créer des choses, que ce soit de la photographie, de la peinture, de la sculpture, de la couture, ce que vous voulez. À partir du moment où vous créez, c'est toujours très bon. C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour les autres. Et des voyages, ça serait pas mal. Voilà, des voyages, de la création, de la créativité. Et puis un peu de chance. Et voilà. C'est un très très beau message que je vais abonder à 100% et je ne dirai pas mieux. Et je trouve, sans dire le mot qui va nous fâcher, mais c'est un peu le problème de ce monde maintenant où il y a beaucoup de gens qui ne créent pas et qui cancellent et qui passent leur temps à déconstruire ceux qui essayent de construire. Exactement. Et c'est un petit peu dommage. La tolérance. C'est le monde dans lequel nous vivons, nous l'acceptons. Et comme disait un ancien ami à nous qui dirigeait une certaine société, on vit quand même une époque extraordinaire technologiquement et voilà, on lui passe le bonjour. Ça serait bien que cette technologie soit au service de l'humanité et pas contre ou pour accroître les écarts les uns entre les autres. Et je vais finir avec une info cinéma mais qui concerne l'IA. Je ne sais pas si tu as vu, mais James Cameron qui est en plein dans la sortie d'Avatar, c'est un petit réal qui a fait quelques films. Voilà. Il a annoncé on verra dans la durée. Oui, voilà. Il a annoncé qu'il finissait de la promotion d'Avatar, les plateaux télé, etc. et qu'il se lançait ensuite dans la rédaction du nouveau Terminator. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je n'ai pas vu, je l'apprends avec étonnement, j'allais dire avec joie, on attendra de voir, mais avec étonnement. Voilà. Comme on disait avec certains amis ce matin, on échangeait des vocaux, on disait si c'est pour qu'ils mettent Arnold rajeuni de 60 ans, il n'y a peut-être pas de... Si on est proche de Terminator 2, j'applaudis des deux mains et je lâche le micro. Si on est plus proche de Genesis, fait Avatar 4. Bah oui, mais c'était pas lui qui avait fait Genesis, donc quelque part il y a un petit peu d'espoir. Mais voilà, c'était un peu j'en parle parce que justement en fait, depuis 2 ans où tout le monde parle d'IA, etc. Tout le monde avait dit ou surtout lui qui se fendait dans la presse de dire je vous avais prévenu. Et souvent tu entends le fameux mot Skynet qui est l'intelligence artificielle maléfique de Terminator 3. On dit attention, peut-être que dans 30 ans on y sera, on sera tous dominés par Skynet, on ne sait pas. Voilà, moi je finis sur une note un petit peu moins optimiste. On est moins je le reconnais. C'est plus sombre, mais je reprendrai ton vœu de création et puis moi comme je l'ai dit, objectif. N'oubliez pas de recharger vos bonbonnes de gaz et vos cordes pour cette fin d'année. Je l'ai pas celle-là, j'ai pas la ref, mais non, mais moi je finirai sur la même note d'optimiste que je t'ai dit tout à l'heure. Objectif 2026, rester vivant et vivre toutes ces belles, ces beaux films, comme ces belles sorties. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, exactement. Une petite référence musicale ne fait de mal à personne. Moi j'en ai fait une à Aznavour tout à l'heure parce que j'ai dit hier encore, j'avais 20 ans. Je ne sais pas qui c'est. Aznavour, un petit chanteur qui a fait 2-3 trucs. Et voilà, on est en train de se perdre. On est à 59 minutes. Regarde, 59 minutes et 54 secondes. Merci Sébastien d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Une très belle fin d'année à vous. On se retrouve en 2026 pour de nouveaux épisodes. À vous les studios, à vos cognac G.